Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Ethan Carter se tenait à la fenêtre du sol au plafond de son bureau pentouse, contemplant la ville tentaculaire d'un regard d'acier. La lumière du soleil de fin d'après-midi scintillait sur les bâtiments de verre et d'acier, dont beaucoup portaient le logo de Carter Enterprises. Son reflet le fixait, costume impeccablement coupé, cheveux coiffés avec précision et un froncement de sourcils perpétuel qui n'atteignait jamais un véritable sourire. À 52 ans, Ethan avait parcouru un long chemin depuis ses modestes débuts. Il était passé d'un petit appartement d'une chambre à la possession de plusieurs domaines dans le monde entier, de jets privés et d'un empire immobilier valant des milliards. Pourtant, malgré tout ce qu'il avait amassé, la satisfaction d'Ethan venait moins du confort de la richesse que de la certitude d'être intouchable. Ses concurrents le craignaient et ses employés ne le contrariaient jamais. Quiconque se mettait en travers de son chemin était rapidement éliminé. Sa vision du succès était le contrôle total. Il pensait que si l'on relâchait sa prise ne serait-ce que légèrement, le monde arracherait tout. Son assistante personnelle de longue date, Margaret, frappa doucement à la porte du bureau avant d'entrer. Dans ses mains, elle portait un dossier soigné rempli de documents nécessitant sa signature. Elle avait la quarantaine bien tassée, avec un comportement posé, et maintenait toujours une distance respectueuse avec son patron, comme il l'aimait. « Monsieur Carter », commença-t-elle. L'approbation finale de la zone pour le projet Hudson Towers est arrivée ce matin. Le service juridique n'a besoin que de votre signature, et la démolition peut commencer la semaine prochaine. Ethan se retourna, se permettant un bref hochement de tête. Bien. Assurez-vous que l'équipe de démolition est prête. Ce projet a été retardé trop longtemps à cause de ces protestations de la communauté locale. Margaret posa le dossier sur son grand bureau en acajou. Oui, monsieur. Il y a encore une chose. Elle hésita, regardant un deuxième dossier. Un groupe de locataires de l'ancien complexe demande une prolongation. Beaucoup d'entre eux sont des retraités, et il leur est difficile de trouver un nouveau logement à si court préavis. Les narines d'Ethan se dilatèrent légèrement. Je gère une entreprise, pas une œuvre de charité, dit-il froidement. Ils ont eu des mois pour partir. Ils doivent être partis avant le début de la démolition, ou je les ferai expulser de force. Comprenez-vous? Margaret déglutit difficilement. Oui, monsieur. Alors que Margaret partait, Ethan regarda de nouveau par la fenêtre. Il se souvenait à peine ce que c'était que de s'inquiéter d'un endroit où vivre, bien qu'il ait connu des difficultés dans ses jeunes années. Avant que Carter Enterprises ne devienne un géant multinational, il avait cherché toutes les opportunités. Il n'avait jamais oublié le goût de l'adversité, mais ce souvenir ne faisait qu'alimenter sa détermination. Plus jamais il ne se laisserait vulnérable. La compassion était une faiblesse, croyait-il. Et la richesse était la seule véritable sécurité. Les heures s'écoulèrent, et la nuit commença à tomber. Le ciel passa de l'orange à un violet profond, se reflétant sur les lumières scintillantes de la ville. Finalement, Ethan enfila son manteau coûteux et entra dans son ascenseur privé. Il descendit au lobby, où son chauffeur, Donovan, l'attendait à côté d'une élégante limousine noire. La soirée promettait davantage de posture sociale lors d'un gala exclusif. Ethan faisait des apparitions moins par plaisir que pour les connexions. Traversant le hall en marbre, il fit un signe de tête bref au portier, qui s'empressa d'ouvrir les grandes portes vitrées. Dehors, les flashs des paparazzis crépitaient. Ethan se déplaça rapidement, ignorant la frénésie, et se glissa dans la limousine. Une fois à l'intérieur, Donovan s'éloigna du trottoir, se fondant dans le flux constant du trafic urbain. Ethan regarda à travers la vitre teintée, son esprit dérivant vers les acquisitions stratégiques qu'il avait prévues. C'était son terrain mental habituel. Chiffres, contrats et expansion. Les gens étaient des pions sur son échiquier, s'ils le servaient, tant mieux. Sinon, il les écartait, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Des années auparavant, il avait réalisé que les affaires étaient une guerre, et la victoire appartenait aux plus implacables. La gentillesse n'entrait jamais dans ses calculs. Même en matière de dons de bienfaisance, il ne donnait que ce qui était nécessaire pour des allègements fiscaux ou des coups de pub. La véritable empathie était un concept qu'il jugeait impraticable.
Alors qu'il fermait les yeux, il se souvint d'une récente conférence de presse où un journaliste l'avait interrogé sur le coût humain de ses développements. Il avait éludé la question avec une réponse polie et évasive. Au fond, il ne ressentait aucune culpabilité. Les gens qui ne pouvaient pas s'adapter étaient laissés pour compte. C'était la loi de la survie, à ses yeux. Il serpentait dans les rues animées, les enseignes au néon et les devantures de magasins filants. Son téléphone vibra. En regardant l'écran, il vit le nom d'un membre du conseil d'administration, l'appelant probablement pour une mise à jour sur un accord hôtelier à Hong Kong. Au lieu de répondre, il le laissa sonner. Les affaires pouvaient attendre ce soir, se dit-il. Après tout, aucun accord ne le ferait ou ne le déferait maintenant. Il possédait déjà la moitié de la ville. Il ressentit le même sentiment suffisant d'invincibilité alors que la limousine continuait d'avancer. Demain, il signerait des papiers qui lui rapporteraient une autre fortune. Le jour d'après, il pourrait écraser un petit concurrent. C'était un cycle sur lequel il prospérait. Lorsque la voiture s'arrêta à un feu rouge, il regarda de côté un instant. Il ne s'attendait à rien de plus que le chaos habituel de la ville. Des taxis, des piétons pressés, des vendeurs de rue. Au lieu de cela, il vit quelque chose qui attira son attention et fit scintiller une lueur d'inquiétude sur son visage. Une petite silhouette se tenait sous un lampadaire vacillant, une fille, peut-être 8 ou 9 ans, les cheveux emmêlés et les vêtements usés. Elle serrait un morceau de carton avec de grands mots manuscrits. « Tu te souviens de moi ?» Pour des raisons qu'Ethan ne pouvait articuler, il ressentit une pointe de malaise. Il y avait quelque chose de troublant dans son regard. Il secoua la tête, essayant de l'écarter, mais ne put y parvenir. La question sur le panneau semblait lui être directement adressée. Pourtant, il n'avait aucun souvenir de qui elle pouvait bien être. Il envisagea presque de baisser la vitre. Mais le feu passa au vert, et Donovan fit avancer la limousine. À travers la lunette arrière, Ethan vit les yeux sombres de la jeune fille le suivre jusqu'à ce que la distance dissolve l'image. Il se pencha en arrière dans le siège moelleux, aux prises avec une émotion qu'il éprouvait rarement, la curiosité, et plus surprenant encore, la culpabilité. Il n'aimait pas ça. Il avait construit sa vie autour de l'autosuffisance et de l'immunité à de telles piqûres de conscience. Repoussant la pensée, il tapota le panneau de commande de la cloison de confidentialité de la voiture. Elle glissa vers le haut, le laissant seul avec son reflet dans la vitre. Puis, inexplicablement, ce reflet sembla le questionner. « Tu te souviens de moi ?» Ethan arriva au gala plus tard que prévu. L'événement se tenait dans une grande salle de bal de l'un de ces hôtels nouvellement acquis. Des lustres en cristal projetaient une lumière scintillante sur une mer de smoking et de robes de soirée. Un quatuor de jazz jouait doucement dans un coin tandis que des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés. Il força un sourire poli en saluant un groupe d'invités influents, un sénateur, 2 PDG éminents et le président d'une importante fondation philanthropique. Autrefois, ces rassemblements étaient routiniers, se présenter, serrer des mains, discuter d'éventuels accords. Mais ce soir, Ethan se retrouva l'esprit vagabond. Peu importe le nombre de personnes qu'il saluait, il ne pouvait pas chasser l'image de cette petite fille avec le panneau de carton. Elle avait l'air si certaine qu'il devait la reconnaître. Après une demi-heure de banalité superficielle, il se glissa au bar, demandant un whisky fort avec des glaçons. Il prit une gorgée et parcourut la salle de bal. Des serveurs en veste blanche glissaient entre les invités. Des rires et le murmure des conversations emplissaient l'air. Généralement, Ethan cartographierait mentalement les conversations auxquelles se joindre pour faire avancer son programme d'affaires, mais ses pensées étaient bloquées. « Vous profitez de la soirée ?» La voix appartenait à Bernard Claymore, un riche magnate du pétrole et associé de longue date. Il se glissa à côté d'Ethan, commandant lui aussi un whisky. Ethan fit un hochement de tête rigide. « C'est bien. » Bernard rit, lui tapotant le dos d'une manière qui, pour une raison quelconque, irrita Ethan ce soir. « Vous n'avez pas l'air de vous amuser beaucoup. Quelque chose vous tracasse. » Ethan hésita. Il ne partageait jamais ses affaires personnelles, mais Bernard était persistant. « Juste une petite distraction, dit-il sèchement, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. « Une distraction, insista Bernard. « Je vous connais depuis longtemps. Vous ne faites pas de distraction. Vous êtes Ethan Carter. L'irrésistible. N'est-ce pas ? » « Oui, dit Ethan, cachant la pointe d'agacement.
Il n'allait pas se confier à Bernard à propos d'une fille au hasard dans la rue. Juste quelques détails commerciaux de dernière minute, mentit-il sans accroc. Bernard haussa les épaules, désintéressé maintenant que ce n'était pas une histoire juteuse. Eh bien, espérons que ce détail ne gâchera pas votre soirée. J'espérais vous rencontrer pour discuter d'un nouvel accord sur un pipeline. Il se lança dans un long discours, mais Ethan n'écouta qu'à moitié. Pendant que Bernard divaguait, l'esprit d'Ethan revint au panneau. Tu te souviens de moi? Il avait orchestré d'innombrables licenciements et mises à pied au fil des ans, surtout au début de la construction de son empire. La fille pourrait-elle être liée à l'un de ceux qui l'avaient renvoyé? Il ne s'était jamais préoccupé des conséquences de ses décisions. Une fois que quelqu'un était parti, il était parti. Mais le sentiment d'inquiétude dans son ventre refusait de disparaître. Il avala le reste de son whisky et s'excusa du monologue de Bernard, se faufilant dans la foule jusqu'à ce qu'il trouve son chauffeur près de l'entrée, attendant respectueusement dans un coin. « Donovan, nous partons, » dit Ethan. Il ignora la confusion sur le visage de Donovan. Il n'était même pas 9 heures, et généralement, Ethan restait à un gala jusqu'à la dernière poignée de main. Mais ce soir était différent. Sur le chemin du retour, Ethan resta dans un silence de pierre. Lorsque Donovan s'arrêta devant la grande demeure d'Ethan, une propriété opulente et fermée avec de vastes jardins, Ethan sortit sans un mot et monta les marches de marbre. Les portes d'entrée s'ouvrirent électroniquement, révélant un élégant foyer avec des sols polis et des luminaires dorés. Une statue d'Athéna montait la garde près de l'entrée, reflétant son appréciation de l'art grec, ou peut-être simplement le symbolisme de la victoire. Au lieu d'aller à sa somptueuse chambre, Ethan se dirigea vers son bureau. La pièce était tapissée d'étagères de livres d'affaires reliés en cuir et de biographies historiques de conquérants et de magnats. Il alluma une lampe de bureau et s'enfonça dans un fauteuil en cuir, desserrant sa cravate. Il voulait chasser la fille de son esprit, mais son visage ne cessait de revenir, exigeant une explication. Pourquoi ce panneau? Pourquoi était-elle si certaine qu'il devait se souvenir d'elle? Il envisagea d'appeler Margaret. Elle pourrait peut-être enquêter. Mais il était tard, et il n'était pas sûr de vouloir paraître ébranlé par une si petite affaire. Au lieu de cela, il ouvrit son ordinateur portable. Il chercha des titres sur la population sans abri de la ville, des reportages récents sur les refuges pour enfants locaux, tout ce qui pourrait offrir un indice. Rien ne lui sauta aux yeux. Aucune image ressemblant à la petite fille qu'il avait vue. Puis, il se retrouva à nouveau perdu dans ses pensées. Peut-être n'était-elle pas personnellement liée à lui. Peut-être avait-elle utilisé ce panneau pour attirer l'attention de n'importe quel conducteur passant. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'avait regardé droit dans les yeux lui disait le contraire. Finalement, il se força à fermer l'ordinateur portable. Il se servit un autre verre et s'enfonça davantage dans le fauteuil. La demeure était silencieuse, à part le bourdonnement lointain de la climatisation. Il pouvait presque entendre son cœur battre. Frustré, il se leva de sa chaise et se dirigea vers la grande fenêtre, qui offrait une vue imprenable sur son domaine, illuminé par de douces lumières de jardin. Le reflet de son visage dans la vitre semblait presque accusateur. Posant son verre, il prit une décision. Il retournerait à ce coin de rue demain. C'était un risque. Cela pourrait ouvrir une porte qu'il ne voulait pas ouvrir. Mais il détestait encore plus l'incertitude. Il avait besoin de savoir qui elle était, pourquoi elle tenait ce panneau, et si elle essayait de lui extorquer quelque chose. Après tout, dans son monde, tout était une transaction. Il tenta de dormir cette nuit-là, mais le repos lui échappa. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le panneau. Tu te souviens de moi. Il flottait derrière ses paupières, le poussant à affronter quelque chose qu'il avait passé des années à éviter, sa propre conscience. Au matin, après s'être retourné sans cesse, il était plus déterminé que jamais à la retrouver. Ethan arriva au bureau exceptionnellement tôt, café à la main, le visage marqué d'une expression sombre. Margaret remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ethan ne venait rarement avant 8 heures, et quand il le faisait, c'était à cause d'un accord majeur ou d'une crise. Mais il était là maintenant, arpentant le couloir, parcourant les messages sur son téléphone avec une énergie agitée. « Margaret », dit-il dès qu'elle atteignit son bureau. « Reprogrammer mes réunions du matin. » « Toutes ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Toutes, monsieur ?»« Oui. J'ai besoin que vous appeliez Donovan. »
Je sors, seul. Je conduirai moi-même. C'était une autre entorse à son habitude. Ethan ne conduisait jamais, préférant la banquette arrière pour passer des appels ou rédiger des emails. Margaret récupéra les clés de la voiture dans une armoire sécurisée. « Monsieur, y a-t-il autre chose que je devrais ? » ?»« Non. »« C'est tout » claqua-t-il. Puis il se reprit. Son ton s'adoucit légèrement. « Occupez-vous-en, c'est tout. » Il quitta le bureau si rapidement qu'il ne remarqua pas les regards perplexes du personnel de passage. Il descendit au garage privé où une flotte de voitures de luxe attendait. Il choisit une berline noire, élégante, discrète par rapport à son extravagance habituelle, et s'engagea dans les rues animées de la ville. C'était en milieu de matinée, et la circulation était dense. Chaque minute passée à un feu rouge ne faisait qu'accentuer son impatience. Des souvenirs lui traversaient l'esprit. Les premiers jours où il travaillait dans une petite entreprise, les humiliations lorsqu'il avait été écarté de promotion, et son vœu de ne plus jamais laisser personne avoir de pouvoir sur lui. Mais rien de tout cela n'expliquait la fille. Il atteignit le carrefour où il l'avait vue pour la première fois. Se garant dans une rue adjacente, il marcha, scrutant les trottoirs. Aucun enfant en vue. Des vendeurs de rue vendaient des journaux et des pâtisseries aux employés de bureau. Quelques sans-abri se blottissaient sous une couverture déchirée, mais il n'y avait aucun signe d'une jeune fille. Il erra d'avant en arrière pendant près d'une heure, ignorant les regards curieux des gens qui le reconnaissaient. Finalement, il s'approcha d'un des vendeurs, un homme âgé aux traits fatigués. « Excusez-moi, » dit Ethan, tendant quelques billets. « Je cherche une petite fille. Elle était là hier soir, tenant un panneau. L'avez-vous vue ?» Le vendeur plissa les yeux. « Pourquoi la cherchez-vous » demanda-t-il, un ton de suspicion dans la voix. « Je veux juste lui parler » dit Ethan, choisissant ses mots avec soin. Il réalisa à quel point cela pouvait paraître étrange. Le vendeur haussa les épaules. « Les enfants comme ça vont et viennent. Vous pourriez essayer de chercher autour de la vieille église de la 5e. Parfois, ils s'y rassemblent pour des repas gratuits. Ou il y a ce bâtiment abandonné près des voies ferrées. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles un groupe de fugueurs s'y installe. » Ethan hocha la tête, donnant l'argent à l'homme. « Merci. » Suivant la piste, Ethan se dirigea d'abord vers l'église. Il trouva une soupe populaire dans un hall délabré adjacent à la chapelle principale. Des volontaires s'affairaient, servant des repas chauds à une file de personnes. Ethan s'attarda à l'entrée, scrutant les visages. Certains le reconnaissaient avec un mélange de crainte et de ressentiment. D'autres l'ignoraient complètement, plus préoccupés par l'obtention d'un repas. La petite fille était introuvable. Une bénévole s'approcha de lui, une femme d'apparence bienveillante. « Monsieur, êtes-vous ici pour faire du bénévolat » demanda-t-elle. « Nous manquons de personnel aujourd'hui. »« Pas exactement, » dit Ethan. « Je cherche une fille d'environ 9 ans, aux cheveux bruns. » Il hésita. Devait-il mentionner le panneau? Elle tenait un panneau en carton qui disait « Tu te souviens de moi ?» Les yeux de la bénévole s'illuminèrent de reconnaissance. « J'ai vu une fille comme ça. Elle passe parfois, mais elle n'est pas là aujourd'hui. La pauvre ne parle jamais beaucoup. Je crois qu'elle s'appelle Lily. »« Lily » répéta Ethan. Le nom résonnant étrangement dans son esprit. « Savez-vous où elle loge ?» La bénévole secoua la tête. « Pas exactement. C'est l'une des enfants qui nous inquiète, une sorte de nomade. Certaines nuits, elle est avec un petit groupe qui squatte un vieux bâtiment condamné près des voies ferrées. D'autres nuits, elle disparaît. Elle est très méfiante envers les étrangers. » Ethan la remercia, une oppression se formant dans sa poitrine. Il quitta l'église et se dirigea vers la zone industrielle abandonnée près des voies. Plus il s'éloignait des gratte-ciel polis du centre-ville, plus la décrépitude de la ville devenait évidente. Des graffitis couvraient des murs en ruine, des fenêtres brisées bordaient des usines désertes, et des herbes folles poussaient à travers les fissures du trottoir. Finalement, il trouva une clôture en grillage rouillé avec un trou béant. Au-delà, se tenait un bâtiment délabré, plusieurs étages de fenêtres brisées et des ordures éparpillées. L'endroit sentait le délaissement, le bois pourri et l'humidité. Normalement, Ethan ne mettrait jamais les pieds dans un tel endroit, mais il persista. À l'intérieur, il entendit des voix chuchoter. Il se fraya.
prudemment un chemin à travers les débris jusqu'à ce qui avait pu être autrefois un grand entrepôt. La lumière filtrait par des trous dans le plafond, révélant un espace de couchage de fortune. Des couvertures déchirées, des morceaux de carton et des chaises en plastique. 3 enfants étaient là, un adolescent et 2 jeunes filles. Ils regardaient Ethan avec des yeux effrayés. « Je cherche Lily », dit Ethan, essayant de paraître moins intimidant que d'habitude. « Je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. » L'adolescent redressa les épaules, se tenant protecteur devant les plus jeunes. « Qu'est-ce que vous lui voulez » demanda-t-il. « J'ai besoin de lui parler. » Ethan tâtonna, réalisant qu'il n'avait aucune explication préparée. « Je suis Ethan Carter. »« Savez-vous qui c'est » Le garçon ricana. « Vous êtes ce crétin milliardaire qui démolit des bâtiments et jette les gens à la rue. On voit votre tête aux infos. » Ethan sentit une vague de honte, mais se força à rester calme. « Écoutez, j'ai vu Lily hier avec un panneau. »« Elle n'est pas là » l'interrompit l'une des jeunes filles. « Elle est partie tôt ce matin. Elle part parfois seule. On ne sait pas où. » Ethan regarda autour de lui. Les conditions désastreuses de cet endroit le troublaient plus qu'il ne l'avait anticipé. À ce moment-là, il réalisa que pendant qu'il se prélassait dans un manoir, des enfants dormaient sur du carton sale dans un bâtiment condamné. Il tendit la main vers son portefeuille, en sortant une liasse de billets. « Tenez, » dit-il, offrant l'argent pour la nourriture ou tout ce dont vous avez besoin. L'adolescent le fusilla du regard. « Nous n'avons pas besoin de votre pitié. » Ethan laissa l'argent tomber sur une caisse voisine. « Prenez-le ou non. Je ne vous forcerai pas. » Il fit une pause, ravalant sa fierté. « Si Lily revient, pourriez-vous lui dire que je la cherche ? Je veux juste aider. » Le garçon renifla. « Bien sûr, » dit-il sarcastiquement. « On lui fera savoir. » Ethan savait que c'était le mieux qu'il obtiendrait d'eux. Il se retourna pour partir, naviguant prudemment à travers les décombres. Une fois dehors, il s'adossa au mur extérieur, prenant un moment pour se ressaisir. L'air sentait le moisi et le désespoir. Il se sentait exposé, vulnérable. C'était une sensation qu'il détestait, mais aussi une qu'il ne pouvait ignorer. De retour dans sa voiture, il serra le volant fermement. Le regard sur le visage du garçon, le mépris, était si clair. Ethan avait passé sa vie à gagner ce genre de haine de la part de personnes qu'il considérait comme insignifiantes. Et maintenant, cela lui revenait sous la forme d'une fille effrayée et sans abri qui pourrait être l'enfant de quelqu'un à qui il avait fait du tort. En s'éloignant, il décida d'enquêter. Il utiliserait ses ressources pour savoir qui étaient, où avaient été, les parents de Lily et quel lien possible elle avait avec lui. Il se dit que c'était simplement pour se rassurer, pour éliminer toute menace. Mais au fond de lui, une partie de lui redoutait la découverte, craignant qu'elle ne révèle à quel point les conséquences de ses actions s'étaient étendues. De retour chez Carter Enterprises, Ethan convoqua Margaret à son bureau. Elle arriva avec une appréhension discrète, des dossiers serrés contre sa poitrine. La tension dans l'air était palpable. « Margaret, j'ai besoin d'une vérification d'antécédents sur une fille nommée Lily », commença-t-il, sans se donner la peine d'être agréable. Elle a environ 9 ans, possiblement orpheline, sans abri. J'ai besoin de savoir qui étaient ses parents, surtout son père. Croisé avec tout ancien employé de Carter Enterprises qui pourrait correspondre à la période. Compris, dit Margaret en clignant des yeux. Oui, monsieur. Tout de suite. Elle marqua une pause, la curiosité gravée sur son visage. Y a-t-il d'autres détails à rechercher? Ethan tapota le bureau avec son stylo, essayant de se souvenir. Elle avait un panneau qui disait « Tu te souviens de moi ». Cela suggère un lien personnel. Concentrez-vous sur les employés qui sont partis dans des circonstances difficiles au cours de la dernière décennie. Vous pouvez coordonner avec les RH. Mais gardez cela discret. Je ne veux pas de rumeurs. Margaret hocha la tête, quittant la pièce d'un pas rapide. Ethan s'enfonça dans son fauteuil, passant en revue la pile de documents qui s'étaient accumulés pendant son absence. Mais chaque fois qu'il essayait de se concentrer sur un nouvel accord hôtelier ou une demande de zonage, ses pensées revenaient à Lily. Son cœur battait à un rythme inconnu. Culpabilité, peur, ou quelque chose entre les deux. En fin d'après-midi, Margaret revint, un dossier manille à la main. « Monsieur,
je crois que j'ai trouvé quelque chose de pertinent. Ethan lui fit signe de continuer. Elle posa le dossier sur son bureau, l'ouvrit délicatement et désigna un nom surligné. Un homme nommé Thomas Gray a travaillé pour Carter Enterprises il y a environ 4 ans. Il était technicien de maintenance dans l'une de nos anciennes propriétés. Les dossiers montrent qu'il a été licencié pour absence répétée. Nous avons également une note, après avoir été licencié, il a écrit plusieurs lettres demandant l'indulgence. Il affirmait qu'il était un père célibataire élevant une jeune fille et qu'il avait manqué le travail pour s'occuper d'elle. Les RH n'auraient apparemment pas annulé la décision. La dernière lettre était assez désespérée. Il plaidait pour une forme d'aide. Ethan feuilleta les documents. Thomas Gray, murmura-t-il, parcourant la dernière lettre. Elle était écrite d'une main tremblante, décrivant comment il était sur le point d'être expulsé et ne pouvait pas payer les frais médicaux de sa fille. Ils ne l'ont pas réembauché. Margaret secoua la tête. Il semble que nous avions une politique stricte à l'époque. 3 absences non excusées signifiaient un licenciement immédiat. La lettre est datée d'une semaine après son licenciement, mais il n'y a aucune trace de réponse de la part de l'entreprise. La mâchoire d'Ethan se crispa. Il se souvenait de ces jours. Il avait poussé pour une efficacité maximale. Tout employé qui n'était pas entièrement engagé était jetable. Savons-nous ce qui s'est passé après? Le visage de Margaret s'assombrit. J'ai fait des recherches supplémentaires. Thomas Gray est décédé il y a 2 ans, apparemment d'une pneumonie. Il a été retrouvé dans un appartement délabré, sans assurance, sans argent. Il n'y a pas de registre officiel de la situation ultérieure de la fille, mais étant donné que Lily a environ 9 ans maintenant, la chronologie correspond. Un lourd silence emplit le bureau. Les papiers gisaient sur le bureau comme une accusation silencieuse. Donc vous dites, dit Ethan, la voix basse, que Lily est la fille de Thomas Gray. Margaret hocha la tête, baissant les yeux. Il semblerait que oui. Ethan expira lentement. Il ne se souvenait d'aucun de ces cas spécifiques. Thomas Gray n'était qu'un parmi tant d'autres employés qui avaient croisé son chemin dans le tourbillon incessant des expansions commerciales. Mais les détails le piquaient, un père célibataire, désespéré d'aide, refusé par les politiques inflexibles de son entreprise. Maintenant, sa fille vivait dans la rue, tenant un panneau qui mettait Ethan au défi de reconnaître son existence. « Merci, Margaret, dit-il doucement. Ce sera tout. » Elle partit, laissant Ethan aux prises avec cette révélation. Des heures passèrent, et il ne bougea pas de sa chaise. La ligne d'horizon de la ville à l'extérieur de sa fenêtre devint orange, puis violette, puis noire, à mesure que le crépuscule s'installait. Il pensa à la dernière lettre de Thomas Gray, l'angoisse de ses mots, le désespoir. Ethan s'était souvent enorgueilli d'être dur mais juste, affirmant que ceux qui voulaient vraiment travailler trouveraient un moyen. Mais maintenant, confronté aux conséquences tangibles, il ressentait une étrange oppression dans la poitrine. C'était une émotion qu'il reconnaissait à peine, le remords. Au moment où il se leva enfin, le bureau était presque vide. Il rassembla le dossier, le verrouilla dans son bureau et partit sans un mot. Dans le garage souterrain du bâtiment, sa limousine l'attendait, Donovan se redressant en voyant Ethan approcher. « À la maison, monsieur ?» demanda Donovan, ouvrant la portière arrière. Ethan hésita. « Oui » dit-il finalement, montant dans le siège. Mais alors que la voiture serpentait dans les rues de la ville, il ne put se débarrasser du désir d'aller chercher Lily à nouveau. Il voulait s'expliquer, s'excuser, même s'il ne savait pas comment. La vérité était qu'il avait les ressources pour changer sa vie. Pourtant, comment réagirait-elle en voyant l'homme indirectement responsable de la chute de son père? Alors qu'ils arrivaient au manoir, les grilles s'ouvrirent. Ethan regarda les pelouses impeccables et la façade somptueuse de sa maison. Soudain, tout lui parut creux. En entrant, il contourna le grand foyer, ignorant les peintures et les sculptures dont il avait autrefois tiré fierté. Il se dirigea directement vers sa chambre. Le vide était suffocant. Il alluma une lampe de chevet et se retrouva face à un portrait de lui issu d'une couverture de Forbes. Ethan Carter, l'homme qui possède la ville. Le sous-titre avait dit « Visionnaire impitoyable ou force imparable ». Il se souvint à quel point il avait célébré cet article. À quel point il avait été fier de son impitoyabilité. Maintenant, le mot ressemblait à une lettre écarlate. S'effondrant sur le lit, il fixa le plafond.
Il pouvait encore entendre les supplications écrites de Thomas Gray résonner dans sa tête. Il voyait le panneau de Lily. Il ne dormit pas cette nuit-là, hanté par la connaissance qu'il avait brisé plus que des politiques. Il avait brisé des gens. Et l'une de ces personnes était maintenant une jeune fille sans abri. Le matin arriva, et Ethan ne se sentit pas plus proche d'une solution. Pourtant, pour la première fois depuis des années, les affaires passèrent au second plan dans son esprit. Il navigua dans sa journée comme en pilote automatique, signant des documents, examinant des propositions, mais son cœur n'y était pas. Son personnel remarqua le léger changement. Le magnate imparable semblait distrait. Margaret entra dans son bureau à la mi-journée, tenant une tablette. « Monsieur, vous avez une conférence téléphonique avec les investisseurs de Dubaï dans 10 minutes. Et ensuite la réunion du conseil à 1 heure. » Ethan leva les yeux de son bureau, où il avait une photo de Thomas Gray épinglée sur le dossier. « Annulez la réunion du conseil, dit-il distraitement. Margaret cligna des yeux, ajustant ses lunettes. « Mais, monsieur, c'est l'examen trimestriel. Ils s'attendront à... Reprogrammez-la. Dites-leur que j'ai été appelé pour une affaire plus urgente. » Il la regarda avec une douceur inhabituelle. « Margaret, j'ai besoin que vous me fassiez confiance sur ce point. » Elle fit un signe de tête poli. « Bien sûr, monsieur Carter. Je m'en occupe. » Alors qu'elle partait, Ethan étudia l'horizon de la ville au-delà de sa fenêtre. Il voulait faire quelque chose pour Lily, mais une autre partie de lui, une partie plus froide, insistait sur le fait que les affaires étaient les affaires. Il essaya de se rappeler qu'il ne pouvait pas être tenu responsable de chaque malheur. Les gens devaient se débrouiller seuls, n'est-ce pas? C'était sa devise depuis longtemps. Pourtant, une voix plus forte, qu'il n'avait pas vraiment écoutée depuis des années, lui dit qu'il était temps de réparer, sinon pour Thomas Gray, du moins pour le bien de Lily. Il se sentait tiraillé, pris dans un bras de fer mental. La culpabilité était un nouveau territoire pour Ethan Carter. Il se ressaisit, se leva de sa chaise et décida de retourner au bâtiment abandonné. Cette fois, il n'avait aucune illusion d'être bien accueilli. Mais il devait essayer. Prenant une de ses voitures moins ostentatoires, il traversa les rues congestionnées, atteignant finalement à nouveau la zone désolée. Garé près de la clôture rouillée, il passa à travers le trou et entra dans la structure en ruine. C'était la mi-journée. La lumière filtrait en rayons poussiéreux par les fenêtres brisées. L'odeur d'humidité et de pourriture persistait. Il retrouva l'adolescent, fouillant dans un sac en plastique de conserve. Le garçon se crispa en voyant Ethan. « Qu'est-ce que vous faites ici » lui lança-t-il. « Lily est-elle là » demanda doucement Ethan. « Pourquoi ne cessez-vous de la chercher » demanda le garçon. « Elle ne veut rien avoir à faire avec vous. » Ethan se souvint des mots du garçon à son sujet, un sale milliardaire. « Écoute » commença-t-il. « Je sais qui elle est maintenant. Lily Gray. Son père a travaillé pour ma compagnie. J'ai fait des choses terribles au nom des affaires. Je veux l'aider. » L'expression du garçon vacilla. « Vous avez viré son père, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle nous a dit. Il a tout perdu à cause de vous. » Ethan hocha la tête, la honte remuant dans ses entrailles. « Oui. Je ne connaissais pas sa situation à l'époque, mais cela ne change pas le résultat. Je veux arranger les choses. » Le garçon le regarda avec scepticisme. « Vous ne pouvez pas le ramener. »« Je sais, » dit Ethan, la voix sombre. « Mais je peux donner à Lily un foyer, un avenir. Je peux. » « Elle ne vous fait pas confiance » le coupa le garçon. « Elle a fui toutes les situations d'accueil que la ville a essayé de lui offrir. Pourquoi ferait-elle confiance à l'homme qui a coûté son emploi à son père et peut-être sa vie ?» Ethan déglutit difficilement. « Je ne peux pas la forcer à venir avec moi, mais je veux essayer de lui parler. S'il vous plaît, si vous la voyez, pouvez-vous lui dire que je serai à la vieille église demain? J'attendrai là-bas toute la journée s'il le faut. » Le garçon croisa les bras. « Ne vous faites pas d'illusions. » Ethan recula d'un pas, se sentant impuissant. « J'attendrai quand même. » Sur ce, il glissa une carte de visite sur une caisse voisine. « Si l'un de vous a besoin de quoi que ce soit, de nourriture, de vêtements, d'un médecin, appelez le numéro au dos. Aucune question ne sera posée. » Sans attendre de réponse, Ethan se retourna et partit. Sur le chemin du retour,
il passa devant de brillants gratte-ciel et des boutiques haut de gamme, sentant le gouffre béant entre son monde et celui de Lily. Il pensa à la facilité avec laquelle il pourrait faire un chèque pour améliorer ses conditions de vie. Mais la confiance et la guérison émotionnelle n'étaient pas si simples. Il ne dormit presque pas cette nuit-là, rejouant la conversation avec l'adolescent dans sa tête. Le lendemain matin, il arriva à la cuisine de l'église avant l'aube, vêtu de vêtements décontractés, un simple pull et un pantalon. Il voulait paraître moins imposant. La bénévole le reconnut et lui offrit une tasse de café. « Encore vous » demanda-t-elle gentiment. « Oui » dit Ethan. « J'attends Lily. » La bénévole hocha la tête. « J'espère qu'elle passera. J'ai essayé de l'aider pendant des années, mais elle est toujours si méfiante. » Ethan trouva un banc en bois dans un coin de la pièce et s'assit, sirotant son café. Il regarda les gens affluer pour le petit déjeuner, des hommes âgés, des femmes fatiguées, des enfants ayant besoin d'un repas chaud. Certains le regardaient avec curiosité ou suspicion, mais il garda les yeux sur la porte. Le temps ralentit. À midi, Lily n'était toujours pas apparue. Il se leva, étirant ses jambes raides d'avoir été assis si longtemps. Des bénévoles lui offrirent plus de café, qu'il refusa. La journée s'écoula, et progressivement, la soupe populaire se vida. En milieu d'après-midi, il ne restait qu'une poignée de bénévoles, nettoyant. Toujours aucun signe d'elle. Il décida d'attendre plus longtemps, sortant pour s'appuyer contre les murs de pierre de l'église. La brise fraîche annonçait l'automne. Où pouvait-elle être? Il se demanda si l'adolescent lui avait dit quelque chose. Des doutes l'assaillirent. Peut-être ne voulait-elle rien avoir à faire avec lui. Devait-il abandonner? Faire un chèque en blanc à une organisation caritative en son nom et en finir? Oh! Il ne pouvait pas faire ça. Pas cette fois. Cette situation exigeait plus que de l'argent. Elle exigeait une responsabilité personnelle, quelque chose qu'Ethan avait évité toute sa vie. À l'approche du crépuscule, il accepta finalement que Lily ne viendrait pas aujourd'hui. Les épaules affaissées, il remonta dans sa voiture et rentra chez lui. Une autre soirée de vide l'attendait dans son manoir. Une autre nuit de questions sans réponse. 2 jours passèrent, et Ethan s'acquitta de ses affaires mécaniquement. Rapports, acquisitions, négociations, tout continuait, mais sa passion s'était estompée. Margaret observa discrètement la transformation. Elle le trouva un matin, assis derrière son bureau massif, fixant une mallette de documents ouverte sans tourner une page. « Monsieur Carter, dit-elle doucement. Vous avez le sommet des dirigeants au Hyatt dans 1 heure. » Ethan expira. « Annulez-le. » Margaret lui lança un regard interrogateur. « Monsieur, c'est un forum essentiel pour le nouveau plan de développement municipal. Vous êtes le conférencier principal. » Il referma la mallette. « Dites-leur que je ne peux pas venir. »« Êtes-vous sûr de vouloir que je fasse ça ?» demanda Margaret. « Le maire sera là, et... »« Oui, Margaret, dit-il, plus fermement. »« Je suis sûr. » Elle hocha la tête, sortant de son bureau. Ethan regarda son téléphone. Depuis qu'il avait laissé sa carte au jeune adolescent, il espérait un appel, un message, n'importe quoi. Mais il n'y avait que le silence radio. Il se sentait impuissant, une sensation qu'il détestait. Réprouvant sa fierté, il décida de faire un geste audacieux. Prenant le téléphone, il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Un fonctionnaire des services de l'enfance qu'il avait rencontré une fois lors d'une collecte de fonds. Une assistante répondit, et en quelques minutes, Ethan fut mis en communication. « Monsieur Carter, » dit le fonctionnaire, visiblement surpris. « Cela fait un moment. À quoi dois-je le plaisir ?» Ethan s'éclaircit la gorge. « J'ai besoin d'informations sur Lily Gray. Elle est sans abri, orpheline. Elle a peut-être été sur votre radar à un moment donné. Je veux la retrouver, et si possible, j'aimerais discuter d'une famille d'accueil ou d'une adoption. » Le fonctionnaire marqua une pause. « C'est inattendu, Monsieur Carter. Habituellement, ces questions passent par un processus plus long. Nous sommes au courant de l'existence de Lily. Elle a été brièvement dans le système. Elle a fui plusieurs foyers d'accueil. Elle vit dans la rue depuis au moins 1 an maintenant. » La poigne d'Ethan se resserra sur le téléphone. « Dites-moi ce que je dois faire. J'ai les ressources pour lui offrir un foyer stable.
Je dois juste la trouver d'abord. Le fonctionnaire soupira. Nous pouvons lancer une recherche, mais nous aurons besoin de votre coopération pour les évaluations psychologiques, les vérifications d'antécédents, les évaluations du domicile. Bien, coupa Ethan. Je me conformerai à tout. Êtes-vous sûr que c'est quelque chose que vous voulez faire, demanda le fonctionnaire, une réelle inquiétude dans la voix. Lily a traversé beaucoup de traumatismes. Elle ne fera pas confiance facilement, et le processus d'adoption n'est pas seulement une formalité. C'est un engagement. Ethan déglutit. Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut. Il raccrocha, le cœur battant. Était la première fois de sa vie qu'il prenait une décision basée purement sur sa conscience plutôt que sur le profit. Margaret jeta un coup d'œil dans son bureau, ayant entendu des fragments de la conversation. Elle ne l'avait jamais vu aussi résolu sur quelque chose qui n'était pas strictement lié aux affaires. Les jours suivants devinrent un tourbillon de rendez-vous discrets. Ethan rencontra les services de l'enfance, des psychologues et des avocats pour accélérer le processus autant que possible. Il organisa une inspection complète de sa demeure, s'assurant que toutes les mesures de sécurité étaient en place. En coulisses, il engagea des détectives privés pour chercher Lily dans la ville, bien que leurs rapports soient toujours les mêmes. Pas de signe d'elle pour l'instant. Pendant ce temps, la nouvelle fuita dans les médias que le milliardaire, jadis notoirement impitoyable, cherchait à adopter un enfant sans abri. L'histoire fit la une, générant à la fois incrédulité et cynisme. Les titres allaient de « Ethan Carter a-t-il trouvé une conscience ?» à « Coup de pub ou véritable changement de cœur ?» Des collègues du monde des affaires et des amis de la haute société le bombardèrent de messages. Certains de félicitations, d'autres ouvertement moqueurs. Un message d'un riche ami disait « Accueillir un enfant des rues ?» Ensuite, vous distribuerez de l'argent gratuit dans les rues. C'est tellement inhabituel de votre part. Ethan les ignora. Pour la première fois, les opinions de l'élite privilégiée n'avaient pas d'importance. Ce qui importait, c'était de trouver Lily et de s'assurer qu'elle n'aurait plus jamais à passer une autre nuit dans un bâtiment abandonné, seul et gelé. Un matin, alors qu'il révisait des documents avec Margaret, son téléphone vibra. Le numéro de l'enquêteur privé apparut à l'écran. Le cœur d'Ethan manqua un battement. « Monsieur Carter, dit l'enquêteur. Nous avons repéré Lily près de l'ancienne gare. Elle est avec quelques autres enfants, fouillant dans les bennes à ordures. Nous les suivons maintenant. » Ethan se leva brusquement, manquant de faire tomber sa chaise. « Gardez-la à vue. Ne l'effrayez pas. J'arrive. » Il sprinta vers le garage, les mains tremblantes en démarrant le moteur. Fonçant à travers la ville, il atteignit la gare délabrée, où l'enquêteur privé attendait dans une voiture banalisée. L'enquêteur désigna un groupe de bâtiments délabrés de l'autre côté des voies. Ethan se gara et s'approcha à pied, faisant attention à ne pas paraître menaçant. Au détour d'un coin, il aperçut Lily. Elle semblait encore plus petite qu'il ne s'en souvenait. Son visage était couvert de saleté, ses vêtements en lambeaux. Une douleur le transperça alors qu'il réalisait qu'elle n'était qu'une enfant. Une enfant qui avait perdu son père à cause de ses politiques froides. Il déglutit et s'avança. « Lily » appela-t-il doucement. Elle se figea, les yeux écarquillés. Puis elle le reconnut. En un instant, son regard se durcit, et elle s'enfuit comme un lapin effrayé, sprintant entre deux murs en ruine. Ethan jura entre ses dents, courant après elle. Il pouvait entendre ses pas résonner sur l'asphalte craquelé. « Lily, attends. Je ne suis pas là pour te faire du mal. » Sa voix résonna sur les bâtiments déserts. Il coupa un coin et la vit s'engouffrer dans une brèche d'une clôture en grillage. Il la suivit, son pantalon ajusté s'accrochant au métal déchiqueté. Elle se glissa dans un abri à moitié effondré, s'accroupissant dans un coin, respirant difficilement. « Va-t'en !» cria-t-elle, les larmes brillant dans ses yeux, se blottissant derrière une caisse brisée. Ethan leva les mains en signe de reddition, haletant. « Je ne te ferai pas de mal. Je le jure. » « Menteur !» cria-t-elle, des larmes lui piquant les yeux. « Tu as fait du mal à mon père. » Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Il s'agenouilla à quelques mètres, gardant toujours ses mains visibles. « Je sais. Et je suis désolé. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je veux t'aider maintenant. » Elle secoua la tête avec véhémence.
Pourquoi maintenant? Pourquoi tu t'en soucies tout d'un coup? La gorge d'Ethan se serra. Il pensa à 1000 explications possibles, mais une seule était honnête. Parce que j'avais tort, dit-il. J'étais égoïste, et je n'ai pas vu le coût humain de mes décisions. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. Mais je veux te donner un endroit sûr où vivre. Je veux m'assurer que tu aies de la nourriture, des vêtements, l'école, tout ce dont tu as besoin. Elle le regarda, la méfiance gravée sur ses traits. Mon père a écrit des lettres à votre entreprise. Il a supplié pour son emploi. Il leur a dit que j'étais malade. Vous ne l'avez toujours pas laissé revenir. Les larmes piquèrent les yeux d'Ethan. Je sais, murmura-t-il. Je ne peux pas changer le passé, Lily. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'aider maintenant. Elle détourna le regard, serrant ses genoux. Je ne veux pas de votre aide. Sa voix vacillait. Je n'ai pas besoin de vous. Je me débrouille seul depuis longtemps. Papa disait toujours de ne compter sur personne d'autre. Ethan inspira brusquement. C'était le mur qu'il devait abattre. Un mur construit de douleur et de trahison. Je comprends, dit-il doucement. Si tu ne veux pas venir avec moi, je ne te forcerai pas. Mais tu ne devrais pas avoir à dormir dans des bâtiments abandonnés. Si ce n'est pas pour toi, alors pense aux amis avec qui tu restes. Laisse-moi au moins t'aider à avoir un espace sûr. Elle ne répondit pas. Juste fixait le sol sale. Ethan tendit la main vers sa poche de manteau et en sortit une petite enveloppe. Il y a un endroit que j'ai rénové. Un ancien refuge transformé en maison sécurisée pour enfants. Si tu y vas, personne ne te posera de questions. Et tu auras un lit et de la nourriture. Voici l'adresse. Viens si tu veux. Ou non. C'est ton choix. Il posa l'enveloppe sur le sol et se leva lentement, le cœur battant. Je t'attendrai, Lily. Sur ce, il recula de l'abri, la laissant accroupie dans l'ombre. Dehors, il expira d'une voix chevrotante. Il réalisa qu'il avait retenu son souffle tout le temps. L'enquêteur privé s'approcha, l'air inquiet. Ethan le congédia d'un geste. Laissez-la tranquille, dit-il. Ne la suivez plus. Si elle vient, elle vient. De retour dans sa voiture, Ethan rejoua la conversation dans sa tête. Bien que Lily l'ait rejeté, il sentit une lueur d'espoir. Au moins, elle l'avait écouté. Au moins, elle savait qu'elle avait une option. Et pour une fois, Ethan Carter avait fait quelque chose sans attendre de gain immédiat. Une décision impensable pour un homme qui avait bâti sa vie autour de transactions calculées. Le refuge rénové qu'Ethan avait mentionné était une propriété qu'il avait acquise sur un coup de tête après avoir rencontré les amis de Lily. Situé à la périphérie de la ville, il avait autrefois été un entrepôt. Il comportait désormais des dortoirs, une cuisine et une petite cour. Ethan avait financé sa rénovation presque du jour au lendemain, embauchant du personnel de travailleurs sociaux et de bénévoles. Il se disait que c'était pour prouver à Lily, et peut-être à lui-même, qu'il était déterminé à changer. Un soir, environ une semaine plus tard, Ethan décida de visiter le refuge incognito. Vêtu d'un simple jean et d'une veste, il se gara à quelques pâtés de maison et parcourut le reste du chemin à pied. La façade du bâtiment était peinte de couleurs vives et accueillantes, un contraste saisissant avec le quartier délabré. À l'intérieur, il trouva une modeste zone de réception où un jeune bénévole tenait la réception. Plusieurs enfants jouaient dans un espace commun, les rires résonnant sur les murs fraîchement peints. Ethan reconnut certains des enfants du bâtiment abandonné, y compris l'adolescent qu'il avait initialement confronté. Le garçon semblait détendu ici, ne se hérissant plus de colère, bien que ses yeux clignèrent de surprise en voyant Ethan. « Vous l'avez vraiment fait » dit le garçon doucement, posant un ballon de basket. Ethan hocha la tête, offrant un sourire hésitant. « J'ai dit que je le ferais. » Ils restèrent là, une trêve fragile entre eux. Finalement, le garçon fit un geste autour de lui. « La nourriture est bonne. Nous avons de nouveaux vêtements. » « C'est sûr. »« Merci. » Ethan fut pris de court. C'était la chose la plus proche de la gratitude qu'il ait reçue de ses enfants. « De rien », parvint-il à dire. « Lily n'est pas venue ?» ajouta le garçon doucement. Ethan sentit une douleur. « Je sais. » Le garçon haussa les épaules. « Elle est têtue.
Peut-être qu'un jour elle viendra. Ou peut-être pas, Ethan força un hochement de tête, essayant de cacher la déception qui le rongeait. Dites-lui qu'elle est toujours la bienvenue. Un instant plus tard, une femme plus âgée en t-shirt du personnel s'approcha. Elle avait un sourire chaleureux et se présenta comme Carmen, la coordinatrice du refuge. Monsieur Carter. Le salua TL. C'est bon de vous voir ici. Comment les choses se passent-elles, demanda-t-il, reprenant son mode affaire. Bien, pour la plupart, répondit Carmen. Nous avons assez de fournitures pour l'instant. De plus en plus d'enfants viennent chaque jour. La nouvelle se répand que c'est un endroit sûr. Certains restent, certains partent, mais au moins ils ont la possibilité de se reposer et de manger. Ethan inspecta l'établissement. Les enfants semblaient réellement heureux, un spectacle auquel il n'était pas habitué. En les observant, il se souvint de sa propre enfance. Il n'avait jamais été sans abri, mais il avait connu la faim et le froid, vivant dans un appartement exigu avec un père absent. Il avait juré qu'il ne serait plus jamais dans cette position vulnérable. C'était peut-être pourquoi il était devenu si impitoyable. « Merci pour votre travail, Carmen, dit-il doucement. Si jamais vous avez besoin de plus de fonds ou de soutien, appelez-moi directement. » Elle hocha la tête, reconnaissante. « Nous le ferons, monsieur Carter. Votre générosité a déjà changé la vie de ces enfants. » Ethan s'attarda un peu plus longtemps, observant les enfants. Un petit garçon accourut et lui offrit un dessin, un croquis rudimentaire d'un bâtiment sous un soleil éclatant. « C'est votre bâtiment, dit fièrement le garçon, désignant les fenêtres. J'aurai une chambre au dernier étage un jour. Quelque chose dans la poitrine d'Ethan se serra. Merci. C'est magnifique. Il tapota l'épaule du garçon, et le garçon sourit, s'éloignant en gambadant. Quand Ethan partit enfin, les rues de la ville lui semblèrent différentes. Il réalisa à quel point il avait été déconnecté des vraies difficultés auxquelles les gens étaient confrontés. Même si Lily ne mettait jamais les pieds dans le refuge, au moins d'autres en bénéficieraient. Mais Lily était toujours dans son esprit alors qu'il rentrait chez lui. Il se rappela son visage trempé de larmes et la colère dans ses yeux. Il ne pouvait pas la blâmer, il ressentirait la même chose à sa place. Cette nuit-là, il se retrouva à regarder de nouveau l'ancienne photo de Thomas Gray, se souvenant des supplications et de la lettre. Malgré son immense richesse, il se sentait impuissant à défaire cette tragédie. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de bâtir un avenir qui honorerait la mémoire de ceux qui l'avaient involontairement blessé. Le lendemain matin, la frénésie médiatique s'intensifia. Les journaux affichaient des titres sur le refuge d'Ethan Carter pour les enfants sans abri. Les critiques spéculaient sur ses motivations, tandis que les partisans saluaient sa philanthropie comme une étape importante. Mais ce fut le mépris public de son cercle social qui le blessa le plus profondément. Certains le qualifiaient d'hypocrite, d'autres de fou. Les actionnaires s'inquiétaient que son virage sentimental nuise au profit. Lors d'une réunion hebdomadaire du conseil d'administration, désormais reportée, l'un des membres du conseil, un homme nommé Fletcher, prit la parole. « Monsieur Carter, bien que nous admirions vos efforts humanitaires, nous sommes préoccupés par l'impact sur l'entreprise. Nous avons constaté une baisse de la valeur de nos actions, car les investisseurs s'interrogent sur votre orientation. » Ethan fit face au conseil, les bras croisés. « Mon objectif est toujours la croissance de l'entreprise. Mais nous ne pouvons plus ignorer notre responsabilité sociale. » Fletcher ajusta sa cravate nerveusement. « Avec tout le respect que je vous dois, nous avons bâti Carter Enterprises sur un modèle de rentabilité et d'efficacité. Ce passage aux programmes sociaux est sans précédent. » Ethan hocha la tête. « Exactement. Et si nous n'évoluons pas, nous ferons face à bien plus que des revers financiers. Nous perdrons notre intégrité. » Un silence se fit dans la pièce. Ethan Carter, jadis l'incarnation de l'ambition froide, parlait d'intégrité. Certains membres du conseil avaient l'air sceptiques, d'autres intrigués. Mais personne n'exprima d'autres objections ce jour-là. En dehors de la salle du conseil, Ethan reçut un flot de messages d'associés, dont beaucoup le ridiculisaient. Il les ignora. Au fond de lui, une tranquille détermination se renforça. Il en avait assez de laisser les cyniques définir son chemin. Au cours de l'année suivante, Ethan Carter mit en œuvre des changements radicaux au sein de son organisation. Il lança des programmes d'embauche visant les communautés défavorisées,
offrant des bourses pour la formation technique et plaçant les stagiaires réussis à des postes au sein de l'entreprise. Il s'associa avec des organisations à but non lucratif locales pour financer des subventions éducatives et des ateliers de développement de compétences. Chaque fois que quelqu'un remettait en question le coût, Ethan restait ferme. C'est un investissement dans nos employés, notre ville et notre avenir. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, et il y a eu des embûches en cours de route. Certains employés ont mal accepté les nouveaux arrivants, craignant la concurrence. D'autres ont douté de la sincérité des efforts, citant l'histoire impitoyable d'Ethan. Mais progressivement, la culture d'entreprise a commencé à changer. Un après-midi, Margaret entra dans le bureau d'Ethan, son expression incertaine. « Il y a une jeune femme ici pour vous voir, Monsieur Carter. Elle dit qu'elle fait partie de votre nouveau programme de développement de la main-d'œuvre. » Ethan ajusta les documents sur son bureau. « Faites-la entrer. » Une jeune femme timide d'une vingtaine d'années entra, serrant un dossier manille. « Monsieur Carter, merci de m'avoir reçu. Je m'appelle Simone Park. J'ai reçu une bourse de votre entreprise pour aller à l'université. Je viens d'obtenir mon diplôme, et je voulais vous montrer quelque chose. » Elle tendit son dossier, qui contenait son diplôme et une note de remerciement personnel. Ethan la parcourut, ressentant un élan de fierté. « Félicitations, dit-il chaleureusement. C'est une belle réussite. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais cru avoir cette chance. J'ai grandi dans les HLM, et ma famille ne pouvait pas se permettre l'université. Votre programme a changé ma vie. » Ethan sentit de nouveau cette oppression dans sa poitrine. Seulement maintenant, c'était de la gratitude, pas de la culpabilité. « Je suis fier de vous, dit-il. J'espère que vous envisagerez de rejoindre Carter Enterprises. Nous pouvons utiliser votre talent. » Elle hocha la tête avec enthousiasme. « J'adorerais. » Après son départ, Ethan s'adossa, réfléchissant au chemin parcouru. Un an auparavant, il se serait moqué de l'idée de programme philanthropique qui ne produisait pas un retour sur investissement immédiat. Pourtant, il était là, faisant une réelle différence. Il souhaitait que Thomas Gray puisse le voir, et il espérait que Lily l'apprendrait un jour. Pendant ce temps, le refuge prospérait. La nouvelle se répandit parmi les jeunes sans-abri que l'établissement d'Ethan Carter était un refuge. L'adolescent qu'Ethan avait rencontré pour la première fois occupa même un emploi à temps partiel là-bas, nettoyant et réparant des choses en échange d'une petite allocation. D'autres enfants trouvèrent des familles d'accueil stables ou renouèrent avec des parents. Mais Lily ne s'était toujours pas montrée. Chaque fois qu'Ethan visitait le refuge, il regardait autour de lui avec un espoir tranquille, pour ne repartir que déçu. Carmen lui dit un jour, « Donnez-lui du temps. Le traumatisme est profond. Parfois, nous devons laisser les gens venir à nous quand ils sont prêts. » Bien que cela piquait, Ethan accepta cela. Il ne pouvait qu'attendre. Un jour ensoleillé, un ancien collègue de Thomas Gray visita le refuge, un homme d'âge moyen nommé Harold, qui avait également travaillé à la maintenance mais avait depuis pris sa retraite. Il reconnut le nom de Lily sur la feuille d'inscription des bénévoles, bien que Lily elle-même fût absente. Autour d'une tasse de café, Harold raconta à Carmen des histoires sur la façon dont Thomas Gray parlait du sourire lumineux de sa fille. Carmen transmit la conversation à Ethan, qui écouta avec des émotions mitigées. Il réalisa que pour Lily, la douleur de perdre son père ne guérirait peut-être jamais complètement, mais au moins d'autres gardaient encore des souvenirs de l'homme qu'il avait été. C'était un autre rappel que derrière chaque nom sur une liste de licenciements se trouvait une personne avec des rêves, des luttes et des êtres chers. Avec l'aide d'Harold, Ethan compila un petit album photo de Thomas Gray, des rassemblements de travail, des fêtes de fin d'année, même un pique-nique de département. Harold avait aussi une note manuscrite de Thomas qui disait « Un jour, Lily va changer le monde ». Ethan plaça ces articles dans une boîte solide, l'étiquetant du nom de Lily. Il la laissa au refuge, espérant qu'un jour, elle la trouverait. 5 années supplémentaires s'écoulèrent. Carter Enterprises avait connu une croissance exponentielle, bien que de manière plus équilibrée et éthique. La réputation autrefois redoutable d'Ethan s'était adoucie pour devenir celle d'un leader stratégique mais compatissant. La fondation philanthropique qu'il avait créée soutenait non seulement les jeunes sans-abri, mais aussi l'éducation, les soins de santé et les programmes de placement professionnel. Pourtant, Lily restait un point d'interrogation dans sa vie.
Il s'enquérait occasionnellement d'elle dans les lieux de rassemblement des jeunes sans-abri, mais personne ne l'avait vue. Certains pensaient qu'elle avait quitté la ville. Chaque rumeur ne faisait qu'aggraver la douleur ressentie par Ethan. Puis vint le jour où Ethan reçut une invitation qui le prit au dépourvu, un gala de charité pour la « Coalition pour l'autonomisation des jeunes », célébrant une décennie de service. Conférencière principale, Mademoiselle Lily Gray. Ethan faillit laisser tomber l'invitation en voyant le nom. Lily Gray. Était-ce la même Lily? Il trouva l'adresse, un auditorium dans un quartier modeste de la ville. Sans hésitation, il RSVP avec un don généreux et décida d'y assister discrètement, ne voulant pas éclipser le but de l'événement. Le soir du gala, Ethan entra dans le modeste auditorium, vêtu d'un simple costume plutôt que de son habituel smoking sur mesure. La foule était diverse, des leaders communautaires, des travailleurs sociaux, d'anciens jeunes sans-abri et des propriétaires d'entreprises locales. La scène était décorée de bannières et d'un podium. Ethan se tint à l'arrière, s'asseyant sur une rangée discrète. Une excitation tranquille lui battait la poitrine. Si c'est